Bonjour et bienvenue à ce nouveau volet de notre série d'entretiens avec des membres de l'Institut des sciences de l'environnement. Notre pari, puisque la COVID nous force à écouter les experts, arrangeons-nous pour les faire entendre sur d'autres enjeux aussi. Puis, on ne veut pas que ça demeure un rêve. On vise vraiment cette idée que peu à peu, les décisions politiques puissent s'inspirer de plus en plus fréquemment de la science. Aujourd'hui, le plaisir de rencontrer René Audet, qui est sociologue de l'environnement. Bonjour, René Audet. Bonjour, Catherine Perrin. Professeur au département de stratégie de responsabilité sociale et environnementale de l'UQAM, titulaire de la chaire de recherche sur la transition écologique. Et là, je vais vous laisser en quelque sorte choisir le terrain de jeu parce qu'on veut faire une analogie avec une crise sanitaire. Et si je vous pose la question à vous, comment auriez-vous envie de définir en quelque sorte une crise sur laquelle vous souhaitez attirer notre attention, René Audet? Moi, ce qui fait l'objet de mon travail et ce qui devrait faire l'objet d'une transition écologique, justement, c'est la question de la crise écologique principalement. C'est-à-dire que on voit l'activité humaine suivre une progression importante quantitativement, à peu près dans tous les domaines, que ce soit l'exploitation des ressources naturelles, l'agriculture, la production de gaz à effet de serre, de n'importe quelle autre pollution. On voit ces courbes augmenter, un peu comme on le voit avec les vagues de COVID. Alors ça, c'est une grande préoccupation pour moi, je pense pour les sciences de l'environnement en général. Et si on doit faire une transition sociale et écologique, je pense que ça doit, d'une certaine façon, répondre à ces défis-là. Alors, les courbes, on les voit. Donc, on a les mesures de ces phénomènes-là. Et est-ce que c'est un peu la même image? On veut vraiment les ralentir leur progression? Est-ce qu'en ce moment, vous diriez qu'elles sont en général hors de contrôle? Absolument, oui. Et un des problèmes, c'est qu'on se réfère le plus souvent à une ou deux de ces courbes ou de... On peut parler de courbes si on les met sur un graphique, mais on pourrait parler simplement de problématiques ou de problèmes environnementaux. Le changement climatique aujourd'hui retient beaucoup notre attention. Mais c'est qu'il y en a plusieurs courbes qui se superposent. Et on ne porte pas assez attention, je pense, à la diversité des problèmes et à la complexité des problèmes auxquels on fait face. Et quand on parle, vous êtes sociologue de l'environnement, en termes de transition sociale et écologique, justement, vous le dites, c'est très complexe, il y a plusieurs enjeux en même temps. Est-ce qu'on doit se concentrer forcément sur un à la fois ou est-ce qu'en agissant sur le plan social, on se trouve à agir sur plusieurs courbes en même temps? Je dirais que la seule solution pour agir sur plusieurs courbes en même temps, c'est de s'intéresser aux transformations sociales. On a souvent dans le discours public, dans le discours politique, une approche de lutte au changement climatique, disons, basée sur ce que j'appelle la substitution technologique ou la substitution énergétique. Donc, passer des énergies fossiles aux énergies propres, des technologies dites sales aux technologies dites propres. Mais ces substitutions-là ne transforment pas grand-chose, sinon quelques réseaux, structures économiques. Si le vrai défi est d'atténuer ces courbes où on voit l'activité humaine sur 250 ans partir sur une sorte de courbe exponentielle, si le défi c'est d'aplanir ces courbes, on ne peut pas se contenter de substitution technologique. Il faut transformer les structures sociales, l'organisation de notre société. Et donc, c'est là-dessus que porte la transition sociale et écologique. Oui. Et il faut donc... on emploie d'ailleurs dans le langage de la gestion de la COVID le terme d'adhésion. Il faut une adhésion à des mesures qui sont proposées. Est-ce que c'est un peu la même chose en sociologie de l'environnement? Est-ce qu'on cherche à comprendre comment l'adhésion se fait? Oui, et comment? On dit l'adhésion. Parfois, l'adhésion, ça peut avoir une connotation un peu... une sorte de dualité entre quelque chose, un phénomène qui se passe et les gens qui y adhèrent ou non. Il y a comme une séparation. Dans le travail que je fais, j'essaie plutôt de faire en sorte que les gens construisent avec nous les solutions pour le futur. Alors, c'est même peut-être plus que de l'adhésion, on dirait de l'appropriation. Des solutions. Mais pour que les gens construisent des solutions avec vous, il faut d'abord, bien sûr, qu'ils soient conscients des enjeux. Cette étape-là, est-ce que vous considérez que c'est réglé, le degré de conscience sociale et collective est assez présent?
Absolument pas. Ça m'aurait étonné un peu, oui. Alors, il faut travailler sur plusieurs degrés de conviction en même temps, j'imagine. Oui, et degré de conviction quand on parle des gens, de la population de manière générale, mais aussi chez des acteurs comme les acteurs politiques, les décideurs politiques, évidemment. La manière de présenter le problème des crises écologiques, à mon avis, il y a un problème, il y a un problème là parce que on n'est pas conscient de tout ce qui est en train de se passer sur la planète. On met l'accent sur les changements climatiques, on voit un ours polaire, on met l'accent sur la biodiversité, ce sera un panda, mais on ne comprend pas qu'on est en train de tuer les océans, qu'il n'y a plus de place pour étendre encore les terres agricoles, qu'il y a des perturbateurs endocriniens un peu partout dans l'environnement. Et donc, la crise, elle ne peut pas se résumer à 3-4 images, des espèces d'emblèmes qui représentent ça. Et une des difficultés, c'est qu'on a tendance à nous présenter l'action contre l'action climatique ou l'action contre la crise écologique comme une affaire de responsabilité individuelle. Il faut changer les comportements. Donc, chacun doit jeter moins de plastique, consommer moins un petit peu, etc. Il n'y a pas une vraie vision dans le discours politique actuel de transformation à long terme, une sorte de planification des transformations qu'on devrait essayer de mettre en place dans les prochaines décennies, ce qui est vraiment une transition. Ce que signifie transition, c'est le passage d'un état de stabilité vers un autre état de stabilité. Et puis, on n'est pas encore en train de penser cet autre état de stabilité, donc encore moins comment on va y arriver. Est-ce que les gouvernements ont tendance à se concentrer trop sur les aspects, justement, remplacement technologique, plutôt que de miser sur de véritables changements de comportement structurés? Bien, les gouvernements nous disent tous il n'y a pas de contradiction entre l'environnement et l'économie. Ça, c'est le discours qui est devenu admis. Là. Au départ, c'était peut-être un peu progressiste ou, bon, je ne sais pas trop comment le dire, mais aujourd'hui, tous les hommes d'État disent la même chose et c'est faux. C'est faux. On fait des projets de développement économique qui détruisent l'environnement. Alors, dans ce cas-là, il y a une contradiction. Et quand on dit on va faire de la croissance économique verte, en vendant plus de voitures électriques, en substituant la voiture à essence par la voiture électrique, bon, c'est sûr qu'on peut calculer des gains et on peut même, oui, on peut justement les calculer, mettre des chiffres là-dessus. Par contre, ce qu'il y a derrière ça, c'est toute une logique économique de continuation de production industrielle, de consommation de masse, d'occupation du territoire, d'auto-solo, d'occupation du territoire, qui fait en sorte que on n'est pas en train de repenser comment la société sera dans 20, 30, 50 ans. Et on est en train de reproduire une société productiviste qui a mené à ces courbes. Mais là, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que, bon, les gouvernements, s'ils repensaient d'en haut un peu trop la société telle qu'elle devrait être, probablement qu'on résisterait. Votre but à vous, c'est qu'on la repense collectivement. Évidemment, on ne peut pas faire s'asseoir tous à go, dire on réfléchit, on change le monde. C'est beau, mais c'est pas facile à faire comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé comme chemin à emprunter? Parce que je sais que vous pratiquez, René Audet, de la recherche-action. Alors, concrètement, quels sont les chemins les plus probants pour commencer à créer des mouvements de changement? Je pense que c'est la participation citoyenne. Ce n'est pas une recette magique. Il n'y a pas de recette magique, probablement. Mais je pense qu'il faut générer de l'intérêt dans dans l'appropriation, la mise en place de solutions au niveau local, mais collective. C'est-à-dire que les gens les construisent ensemble, ces solutions-là. Qu'ils s'impliquent et qu'on voit l'implication citoyenne autrement que comme du bénévolat. Hein? C'est un peu comme ça qu'on a toujours conçu l'implication citoyenne. Peut-être pas toujours, mais là, je pense qu'on voit des mouvements plutôt urbains. On aimerait que ça soit de plus en plus rural, mais c'est vrai qu'en région, on voit en ce moment au Saguenay le grand dialogue pour la transition au Saguenay-Lac-Saint-Jean en réponse au projet GNL là, sur le gaz naturel liquéfié. Donc, on voit émerger ces dynamiques d'appropriation de ces problématiques-là. Souvent, on le voit en réaction
à un projet en opposition à des projets de développement. On l'a vu avec les gaz de schiste, le pipeline Énergie Est, etc., là, GNL en ce moment. Au début, les citoyens se mobilisent, s'opposent et souvent remportent les batailles. Et après, il y a un deuxième mouvement dans lequel ils s'organisent pour proposer une vision alternative, des alternatives, quelque chose de nouveau. Effectivement. Et ça, il faut se nourrir de ça, je pense, pour penser une société démocratique, hein, parce que le danger, ce serait aussi de dire, bien, il y a une sorte de planification top-down pensée par les scientifiques qui vont nous dire exactement combien on a le droit de consommer d'énergie, de calories, de protéines. Et bon, en même temps, il faut considérer ça, je pense, les limites, hein, les contraintes, parce que le vrai défi, c'est de se transformer dans un monde contraint. Ouais, il faut qu'il y ait des scientifiques qui fassent ces mesures-là puis qui comprennent ces systèmes-là. Mais votre travail à vous, c'est plutôt d'aller observer puis même accompagner, si j'ai bien compris, ce que vous appelez des transitions sociales et écologiques. Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner? Oui, dans les quartiers montréalais où je travaille le plus, notamment à Rosemont, la Petite-Patrie. Depuis déjà à peu près 4 ans, 5 ans, on travaille avec l'organisme Solon, qui est un organisme citoyen qui est né des Ruelles vertes, hein, le programme des Ruelles vertes à Montréal, et qui a voulu faire une sorte de double saut qualitatif. Hein. D'une part, passer du verdissement à la lutte au changement climatique, et maintenant on parle plutôt de transition écologique de manière générale. Donc, un premier saut, hein, le verdissement à la problématique plus large de la crise écologique. Et deuxième saut, c'est de passer de la ruelle comme unité d'intervention, avec son comité de citoyens, etc., à des unités socio-spatiales plus larges. Donc, on appelle ça, nous, des milieux de vie, mais ça pourrait être des quartiers, etc., où là, on essaie d'organiser localement, avec des blocs de rue ou des quartiers plus larges, des projets locaux sur la mobilité, sur l'énergie, sur la réappropriation du territoire, beaucoup aussi de projets sur les systèmes alimentaires locaux, donc l'approvisionnement alimentaire en denrées locales, l'accès à courte distance à la nourriture saine. Donc, plusieurs chantiers qui sont menés de front, mais qui, j'imagine, ont un genre de synergie entre eux. Oui, et disons que ça vient aussi d'une vision, hein, de la transition sociale et écologique qui repose sur un certain localisme. Donc, de revenir à un niveau où les services essentiels peuvent être offerts au niveau local, dans lequel les gens peuvent s'impliquer, comme à l'école, dans les cliniques, mais aussi pour l'alimentation, etc. Et ce projet-là, donc, c'est depuis quelques années. Est-ce que vous êtes déjà rendu à faire des mesures? Bon, je vais réemployer le mot adhésion. Je sais que vous aimez mieux appropriation, mais c'est sûrement pas tout le monde qui se mobilise concrètement puis qui met de l'huile de coude dans les projets, comme on dit. Mais à tout le moins, justement, l'adhésion, est-ce qu'elle est assez générale au projet ou est-ce qu'il y a de la résistance? On n'a pas encore fait d'études sur la population des quartiers où on travaille. Par contre, ce qu'on peut dire, parce qu'on a fait des recherches qualitatives sur la base d'entretiens, de groupes focus, etc., qui nous montrent deux choses vraiment intéressantes, je pense. D'une part, on a mesuré, si on peut dire mesurer, mais en tout cas, on a étudié l'augmentation du pouvoir d'agir citoyen. Hein, ça veut dire... Donc, c'est auto-perçu, j'imagine? Oui, ça? la manière dont les gens déclarent qu'en s'impliquant dans les projets avec Solon et la chaire sur la transition, comment ça change leur motivation, leur vision des problèmes, mais aussi leur vision de leurs propres compétences, des stratégies qu'ils peuvent mettre en œuvre de manière collective. C'est vraiment notre focus, c'est sur le fait de faire les choses de manière collective. Et c'est le deuxième point que je pense qui est très, très intéressant et nous amène à penser cette transition de manière sociale, justement. C'est qu'on réalise que la motivation principale pour s'impliquer dans les projets de transition écologique au niveau local, c'est de développer du lien social. Ah bon? C'est de faire des rencontres, c'est de parler à ses voisins, c'est d'échanger, c'est même de mettre en place
je dirais, des pratiques de partage, faire en sorte que les enfants jouent ensemble, qu'on organise la ruelle, qu'on organise le lieu, le milieu de vie au niveau local, qu'on encourage les commerces et qu'il y a une sorte d'esprit de communauté qui se recrée à travers cette idée de milieu de vie et notre accompagnement des projets. Mais alors, René Audette, si vous vous rendez compte que ça, c'est un des moteurs les plus forts, est-ce que par définition, ça ne devrait pas être encore plus facile à implanter dans des plus petites communautés, dans des plus petites villes, des villages? Possiblement. On est encore à étudier ces projets. Je ne dirais pas que c'est très répandu comme approche de dire que le lien social est on dit un driver ou un moteur de la transition écologique. Mais je pense que c'est un argument qui commence à se répandre. Et dans le fond, quand on parle de transition sociale et écologique, souvent le social, quand on regarde comment les groupes le comprennent, pour la plupart des acteurs, le mot social, il renvoie à l'idée de justice, sociale. Donc, intégrer les minorités, éviter la discrimination, etc., etc. Justice raciale, tout ça va entrer dans l'idée de justice sociale. Moi, j'aime bien dire affirmer que la transition est un processus social, c'est différent. C'est pas la même chose. Mm-hmm. C'est qu'on se base sur les connaissances, par exemple, de la sociologie, qui est la science à laquelle j'appartiens le plus, disons, pour comprendre comment se font les transformations historiquement, puis aujourd'hui, dans la société moderne, avancée ou complexe, comment se produisent les transformations. Et ce qui est intéressant avec le lien social, c'est que c'est un peu l'unité de base de la sociologie. C'est peut-être ce qu'on peut trouver de plus fondamental, les interactions ou les liens entre deux personnes ou des groupes de personnes. En même temps, on est dans une époque où il y a quand même encore une grande culture de l'individualisme, du « mes droits à moi »,« mon pouvoir d'achat »,« ma liberté de choix ». Est-ce que il y a là quelque chose effectivement, qui peut se heurter potentiellement? Est-ce qu'il y a des poches de résistance? Le conflit, ça fait partie des transformations sociales. C'est un processus de transformation sociale. Alors, le conflit, on va l'avoir sur les enjeux de transition. On dirait que la COVID, on revient à ce sujet, a un peu mis sur la glace, peut-être, dans l'actualité, en tout cas, dans les débats publics, les questions environnementales, on les voit moins qu'on les voyait juste avant. Il y avait la grande manif, il y a un peu plus d'un an, qui a réuni 500 000 personnes. Et là, c'était vraiment à l'ordre du jour. Bon, la crise sanitaire a un peu changé ça. Mais on s'en allait vers une perspective ou une dynamique de plus en plus conflictuelle. Avec l'idée de voitures solo, avec les banlieues et la ville. Il y a plein d'axes aujourd'hui d'opposition ou des axes conflictuels qui ne sont pas nécessairement toutes liées aux questions environnementales, mais quand on ajoute les questions environnementales là-dedans, ça va s'exacerber. Mais est-ce que, par contre, dans votre pratique à vous, vous devez aussi mettre en œuvre des mécanismes qui vont viser à faire de la prévention, à désamorcer cette espèce de polarisation automatique là, qui peut arriver quand on développe un projet, je pense à un quartier comme Rosemont, où effectivement tout a l'air de plus en plus pensé globalement, socialement et tout, pour éviter qu'à un moment donné, il n'y ait pas un retour de balancier très violent contre. Ben oui, là, on aborde encore un autre objet sociologique important, c'est le rôle des institutions. Il y a de l'opposition, on le voit, puis on l'a vu même à Rosemont sur les nouvelles pistes cyclables qui ont été aménagées durant la COVID, durant l'été surtout. Les gens perdent des places de stationnement, ce sont pour eux des acquis, et ils les voient comme un droit. Alors, il y a une réaction à laquelle on peut s'attendre. Et là où les conflits réussissent peut-être pas à se régler, mais les conflits qui ne partent pas dans une sorte ne deviennent pas incontrôlables, c'est parce qu'il y a eu des mécanismes de prise en charge.
Prise en charge de quel ordre? Ça veut dire qu'il faut que ces choses-là se discutent ouvertement. Donc, il y a des forums qui soient là pour s'intéresser à ces conflits d'usage. Et il faut que la place des institutions... En fait, le rôle des institutions est un peu aussi de s'occuper des conflits. Hein. Les institutions dans notre société, dans une définition, je dirais encore sociologique, ce sont des productrices de règles, les institutions. Les institutions régulent les activités humaines, dans une définition très générique de la chose. Dans un cas comme les conflits d'usage, parce qu'il y a perte de stationnement, d'espace de stationnement, là, il faut peut-être réguler, justement. Il faut s'intéresser au conflit du point de vue de l'institution et accepter qu'il y ait contestation, gérer cette contestation-là et la laisser s'exprimer, mais peut-être dans une perspective de dialogue, dans une perspective aussi de compromis. Là, depuis tout à l'heure, oui. on parle de conflits d'usage et donc ça revient beaucoup à parler du partage des voies publiques, des transports, entre autres. Vous avez évoqué, par contre, le secteur alimentaire très tôt dans cet entretien, René Audette. Quelles sont, je dirais, les voies les plus urgentes à étudier puis les plus prometteuses? Moi, je pense qu'il faut viser l'autosuffisance alimentaire pour une nation comme le Québec. Malgré le climat qu'on a. Oui. Et c'est là où les technologies peuvent aider. J'ai tendance à, dans mon discours, d'énoncer un peu cette approche de substitution technologique que je trouve simpliste et une mentalité un petit peu économique et qui oublie justement le rôle des transformations sociales, etc. Mais ça ne veut pas dire que les technologies sont inutiles. Et on la production en serre, juste transformer l'agriculture qu'on fait, peut-être un peu délaisser la monoculture de maïs, délaisser un peu la production de protéines animales, surtout pour l'exportation. Je pense qu'on pourrait devenir autosuffisant. Moi, je pense que c'est une urgence. Quels sont les bénéfices absolument clairs sur le plan de la transition écologique à l'autosuffisance? Il y en a dans tellement de dimensions. Je dirais qu'il y a moins de dépendance. Là, la crise actuelle nous mène à réfléchir à notre dépendance. Mais c'est-à-dire, s'il y a une dépendance, bon, il y a un risque effectivement d'être privé d'un approvisionnement, mais c'est pas la dépendance en soi n'est pas un problème écologique. Bien, oui. Parce que la dépendance crée... En fait, c'est là où les problèmes sociaux, les problèmes écologiques se croisent. Hein. La dépendance à l'agriculture floridienne et californienne, c'est un problème, là. C'est un problème écologique à cause de la distance, à cause de, aussi du type d'aliments qu'on importe. Et qu'on pourrait faire sans doute peut-être mieux, peut-être pas les oranges, là, vous me direz, mais je veux dire, les aliments, les fruits et légumes, de manière générale, même les céréales, on pourrait en faire. Il y en a toujours eu au Québec avant que l'agriculture se transforme en une agriculture de maïs. Mais la biodiversité, c'est un avantage, un grand avantage pour l'écologie. Pour l'écologie. Je parle de biodiversité, mais la biodiversité, déjà en soi, comporte tout plein de dimensions, dont les pollinisateurs. Alors, je pense qu'en plus des questions économiques de dépendance, il y a beaucoup d'impacts importants pour la biodiversité, pour les sols, pour les émissions de gaz à effet de serre et pour la santé de la population, si on a une bonne agriculture faite de manière écologique. Donc, effectivement, l'idée, c'est que la diversité que ça implique, l'autosuffisance, est un atout écologique. Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui, parce qu'on crée d'une certaine façon, je reprendrai des termes empruntés justement aux scientifiques de l'environnement, on crée des systèmes, on crée des systèmes plus locaux qu'on est peut-être capable de rendre plutôt stable, dynamique, mais stable. Et ça, c'est ce qui peut nous amener peut-être plus de résilience, plus de préparation aussi. C'est un autre avantage écologique, d'ailleurs, de se préparer aux catastrophes, aux chocs qui peuvent subvenir un peu n'importe quand. C'est ce que les scientifiques nous annoncent. Donc, secteur alimentaire, l'autosuffisance, secteur des transports, évidemment, on comprend toujours qu'il s'agit de limiter l'utilisation de l'auto-solo.
c'est un peu la clé. Oui, et l'auto solo, l'auto n'est pas nécessairement le problème, c'est la propriété privée de la voiture et le fait qu'elle soit stationnée pendant une grande majorité de son temps de vie. D'où un projet d'ailleurs très concret qui a été mené dans Rosemont. Oui, c'est ça. Je ne peux pas prendre le crédit pour ce projet, mais on accompagne effectivement Solon qui a mis sur pied Locomotion, un programme de partage en fait, il y a partage de vélos cargo, de remorques à vélo, mais aussi de voitures. Donc, les voisins, entre eux, peuvent se partager la voiture d'un ou deux voisins avec un système de réservation style app. Et puis là, c'est un programme qui va s'élargir à plusieurs arrondissements de Montréal dans la prochaine année. Alors, là, c'est une voiture qui devient, on dit, un commun. Hein? Donc, une ressource qui appartient un peu à personne et à tout le monde, qui est gérée par les usagers de manière démocratique et transparente, et puis qui a des effets bénéfiques pour la communauté et pour l'environnement dans ce cas-ci. Et la notion de commun, c'est une notion que vous voulez appliquer, qui s'applique à d'autres choses qu'à l'auto aussi. Oui, je pense qu'on devrait considérer notre agriculture comme un commun, à tout le moins nos terres agricoles comme des communs. On est loin de ça actuellement, évidemment, mais... Alors, est-ce que la transition écologique et sociale tombe forcément un peu dans ce qu'on appelle le socialisme? Bien, c'est un mot qui fait peur. Je dirais, moi, je vous parlerais plutôt de planification. C'est un autre mot qui fait peur. Mais parce qu'on associe la planification à l'économie dirigée. Mais si on est dans un monde contraint, on ne peut pas ne pas diriger notre économie. Et de toute façon, on dirige notre économie quand le gouvernement alloue des fonds pour les transports et que dans l'enveloppe de l'agence qui s'occupe de tout ça, il y en a plus de la moitié qui s'en va au réseau autoroutier plutôt qu'au transport en commun. C'est de la planification, une économie dirigée. C'est dirigé. Alors, on le fait, là. Et c'est juste qu'on a peur du mot. Hein. Mais alors, de dire socialisme, bon... peut-être. J'ai pas honte de le dire. Peut-être, mais en même temps, il ne faut pas laisser, j'imagine, des gens se servir de ça comme épouvantail. Non, parce qu'on ne parle pas d'un dirigisme politique avec... idéologique. Oui, avec une grosse structure étatique qui contrôle tout le monde. On parle de démocratie, on parle de faire des projets à la base, de réorganiser socialement les communautés, les villages, les régions, repenser nos institutions, parce que, comme je le disais, les institutions régulent les activités humaines. Alors, c'est un objet de la transition écologique. Alors, c'est la transformation des institutions. En terminant, comment pouvez-vous réagir à l'idée que des commentateurs vont aller jusqu'à dire « moi, j'en ai assez du bien commun ». Je trouve que c'est une idée, c'est surévaluer le bien commun. Moi, je suis un individu libre d'agir, puis je veux qu'on me laisse agir. Vous le savez que ce courant-là existe. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un sociologue dans votre position? Je pense que je reviens à la question des institutions. Je pense, moi, que c'est le rôle des institutions de canaliser les conflits, au moins leur enlever l'espèce de potentiel de violence qui pourrait en découler. Ensuite, que les conflits persistent et que les solutions qu'on entrevoit ne soient pas mises en œuvre mur à mur. Il faut s'y attendre aussi. Même les mauvaises solutions ne réussissent jamais à être complètement appliquées. Alors, c'est dire qu'on ne peut pas voir la transition écologique comme une sorte de processus linéaire. Il faut le voir comme avec un processus où il y aura des reculs, où il y aura des tendances contradictoires, où il y aura une recherche aussi de solutions pendant un certain temps, avant qu'on arrive à une sorte de nouveau contrat social. Et même un nouveau contrat social sera toujours à perfectionner. Effectivement. Merci beaucoup, René Audet. Il est sociologue de l'environnement, professeur au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'UQAM. À une prochaine, tout le monde.